Voilà, eh nous allons reprendre cette dernière partie de l'après-midi, dont le titre est « L'éducation sexuelle du doc gynéco ». Et donc, nous allons entendre successivement Karine Martin, qui est gynécologue médicale et sexologue à l'hôpital Jeanne de Flandre au CHU de Lille, et qui est aussi responsable pédagogique du DU de sexologie et de médecine sexuelle à Lille, avec un titre... Tu me redis ton titre parce que il est là. Comment le gynéco peut aider à l'empowerment d'une jeune femme? Nous entendrons ensuite Pierre Deveau, qui est sexologue, directeur de l'enseignement des DU aussi de sexologie à Paris Centre, sur le thème « Aborder la sexualité de manière positive ». Et enfin, Michael Michelin, qui est psychologue sexothérapeute et qui est responsable pédagogique des DU de sexologie et médecine sexuelle à Toulouse. Quels ingrédients pour une sexualité épanouie? Voilà, Karine, à toi. Alors, comment le gynéco peut aider à l'empowerment des jeunes femmes? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'empowerment? C'est un terme apparu dans les années 70 aux États-Unis. Il n'y a pas d'équivalent de ce terme en français. Il s'agit d'une capacité d'autonomisation, d'action de chacun d'entre nous sur son environnement. Donc, l'empowerment articule une dynamique individuelle d'estime de soi et de développement de compétences. Et donc l'empowerment peut aussi figurer un engagement collectif et une action transformative sur l'environnement. Alors pour commencer, nous développons la notion de renfort du pouvoir d'action dans sa dimension individuelle, mais aussi collective, avec ici des représentations de femmes d'action, qui éloignent des stéréotypes habituels de douceur et de passivité féminin. Donc, il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir sur l'autre, mais vraiment une prise de confiance en soi. Cette notion est importante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une forme de virilité féminine, la virilité étant la valeur maximale que l'on attribue à un homme, la projection de valeur maximale dont l'homme est censé être porteur. C'est une construction culturelle qui évolue en traversant le temps. Et ces qualités maximales seraient la force physique, morale, sexuelle, qui implique la domination, le rapport de force sur autrui, mais aussi un postulat de hiérarchie des sexes l'un par rapport à l'autre, mais de hiérarchie également à l'intérieur même du sexe masculin. L'idéal du masculin qui fait le lit de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, de la gynéphobie. Et surtout, attention, ne pas pleurer, une forme de stérilisation affective, avec ici quelques références à des chanteurs plus ou moins récemment engagés, The Cure, Eddie de Prato dans The Kid, que je vous incite à réécouter. Alors d'abord la dimension individuelle, être bien dans ce qu'on est pour être plus à même de se respecter. Bien dans son corps, bien dans sa tête, un rapport dans l'intimité de soi à soi, avant d'être un rapport de soi aux autres. Une construction plus ou moins fragile qui vient de loin, biologique, psychologique, éducative. Ensuite la dimension collective, être bien dans ce qu'on est, pour être plus à même de se faire respecter et de respecter les autres. Donc une forme de sororité qu'il faudrait développer beaucoup plus, cette solidarité entre femmes. Nous sommes les premières à nous critiquer et à nous diviser. L'équivalent féminin de la fraternité, c'est aussi faire partie d'une équipe, d'un collectif. Alors, comment le gynécologue peut-il agir et passer à l'action lui-même dans son attitude et dans son d'abord, pour commencer? Donc, avec légèreté, on en a parlé aujourd'hui déjà, sans être moralisateur, même avec humour quand cela est possible, avec l'importance de l'horizontalité de nos consultations et de la non-verticalité. Nous n'avons pas à nous positionner comme supérieurs. Partir des peurs et des préjugés de nos patientes sans jugement, ce qui permet d'ouvrir le dialogue. Chacun porte un bagage éducatif, sociétal, environnemental, scientifique différent, c'est-à-dire se mettre dans les pantoufles de l'autre. Informer selon les connaissances scientifiques actuelles, on en a parlé,
dont on s'aperçoit quelques années plus tard qu'elles étaient finalement fausses. Donc ne pas chercher finalement à convaincre forcément, proposer sans imposer, ne pas systématiser nos prises en charge, prendre le temps d'observer, de lire le corps, comment cette jeune patiente se positionne sur la table d'examen, ses crispations, ses tensions éventuelles. Expliquer ce que l'on voit, ce que l'on fait et pourquoi, cela ne va pas de soi. Auriez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions idiotes, laissez vraiment libre cours aux questions. Alors comment le gynéco peut favoriser autrement que dans son attitude l'empowerment ? À mon sens, en abordant un certain nombre de thématiques, et j'ai listé 10 items comme fil rouge, la recherche d'autonomisation, de développement d'estime de soi et de construction de compétences. Alors les voici. Renforcer la connaissance anatomique de soi, aborder le ressenti par rapport au poids, le leucorrhée, aux règles, aborder la sexualité en termes de désir, de plaisir, de respecter l'absence de douleur, de lutter contre les stéréotypes de genre, rester ouverte et à l'écoute, quelle que soit l'orientation sexuelle, aborder le consentement, aborder la violence avec un outil très intéressant, le violentomètre, les brises des réseaux sociaux, la pornographie et la prostitution avec un outil comme le michtomètre, en tout cas avec une large ouverture d'esprit. Alors la vulve, suis-je normale ? Vais-je plaire à mon partenaire ? C'est une question que se posent beaucoup d'adolescentes. La chatte, la schneck, la foufoune, de multiples noms pour l'évoquer, elle reste cependant difficile à nommer avec un tabou qui persiste. Il n'existe pas de normes, poilu ou pas, petite lèvre qui dépasse ou pas. Alors montrons, affichons, donnons aux jeunes femmes des planches anatomiques ou même pourquoi ne pas encadrer le tableau de Jamie McCartney dans nos salles d'attente pour normaliser les vulves de nos patientes. Valorisons le sexe féminin, les vulves sont belles. Que d'autres que nous auront vu la vulve de nos patientes et qui pourra le leur dire ? Mis à part dans l'intimité chez le gynéco, il est quand même rare de montrer sa vulve. Alors le sexe féminin, difficile à visualiser, à connaître. Important, on l'a dit, de valoriser sa variété, d'apprendre à se l'approprier, à l'aimer, pour mieux le partager avec sérénité quand je l'ai décidé et pointe la notion de consentement. Une étude sur la vie sexuelle des Françaises en 2019 avec 1007 femmes majeures interrogées. À la question « Personnellement, avez-vous le sentiment de bien connaître toutes les zones érogènes à même de vous procurer du plaisir ?» 22% des répondantes ne connaissent pas bien leur zone érogène. Pourcentage bien plus élevé chez les 18-24 ans à 42% et à 24% chez les 25-34 ans. Nous pouvons remarquer que ce pourcentage augmente chez les 65 ans et plus. Alors maintenant, l'insatisfaction concernant la vie sexuelle est beaucoup plus marquée chez les moins de 30 ans que dans les autres tranches d'âge, avec 4 femmes sur 10 insatisfaites. L'insatisfaction va également diminuer avec l'augmentation du nombre de partenaires sexuels au cours de la vie. Propos à nuancer, car ce sont vraiment majoritairement les femmes qui n'ont pas eu de partenaire qui ont une insatisfaction la plus élevée à 63%, avec probablement un profil psychologique particulier. Et il faut noter que 37% du coup des femmes n'ayant eu aucun partenaire, par déduction par rapport aux 100%, sont tout de même du coup satisfaites. Pour finir avec cette diapo, il faut quand même ajouter qu'il est plus intéressant d'avoir 1000 rapports avec le même partenaire qu'un rapport avec 1000 partenaires différents. Cela sera beaucoup plus utile à la construction des scripts. Alors ça a été évoqué aussi antérieurement par Héloïse. Ici une photo du livre Sexpérience justement d'Elisabeth Filiosat qui s'est beaucoup intéressée à la confiance en soi et à l'empowerment. C'est suite à une interview que j'ai entendue d'elle sur France Inter que j'ai vraiment eu l'idée de ce sujet. Donc il faudrait d'ailleurs rebaptiser les petites lèvres en lèvres internes et les grandes lèvres en lèvres externes. Sinon, pourquoi les petites dépasseraient des grandes ? Alors, quelques diapos sur les poils. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas perdre de temps, mais c'est la liberté de chacune et de chacun. On a beaucoup de patientes qui nous disent « je ne suis pas épilée, vraiment désolée ». Elles s'excusent. Rassurons nos patientes qui s'excusent de ne pas être épilées. Cette diapo nous montre les formes actuelles d'épilation tant féminines que masculines. Les hommes s'épilent beaucoup moins que les femmes, avec plus d'hommes à l'état brut, mais beaucoup pratiquent quand même une épilation partielle, voire intégrale, moins fréquemment. La majorité des femmes pratiquent l'épilation partielle, puis l'autre moitié se divise entre l'état brut et l'épilation intégrale. L'enquête met en exergue un recul de la pratique de l'épilation pubienne et une tendance à l'acceptation de son corps au naturel. Petit zoom sur le profil des femmes épilées intégralement, 24% de l'ensemble des Françaises. Et nous retrouvons dans cette population nos moins de 25 ans,
avec une fréquence en augmentation à 56%. Plus d'une jeune femme sur 2 va s'épiler intégralement. Et nous pourrions peut-être imaginer que cela pourrait leur permettre de mieux connaître leurs zones érogènes, leurs vulves, avec une sexualité plus épanouissante, mais nous venons de voir l'inverse. Alors pourquoi s'épile-t-elle donc 33% des hommes considèrent qu'il est important qu'un homme s'épile pour être séduisant, et 73% des femmes considèrent qu'il est important qu'une femme s'épile pour être séduisante. Et fort heureusement, ce chiffre est en grande diminution par rapport à la même enquête de 2013, moins 17 points. En tout cas, l'idée selon laquelle l'absence de pilosité est un critère de séduction reste plus associée à la féminité qu'à la masculinité, mais s'avère en net recul dans la jante féminine. Contrairement à certains clichés, le maintien d'une pilosité chez une femme n'est pas un frein au désir sexuel masculin. Une grande majorité des hommes attirés par les femmes pourraient faire l'amour avec une femme non épilée, y compris au niveau pubien. Alors beaucoup de fantasmes sont véhiculés autour des poils. Les poils, emblèmes de pouvoir, marquent aussi parfois un manque d'hygiène ou un problème d'odeur, de négligence de soi, de non-respect de l'autre. Nous avons tout de même l'impression qu'il est plus respectueux de les retirer quand on montre son corps à l'autre. Mais heureusement, les mentalités évoluent, et donc rassurons, normalisons les patientes, l'idée étant vraiment la liberté de chacun de pouvoir défendre des valeurs féministes et de choisir de s'épiler, ou de choisir de ne pas s'épiler sans être menacé de viol, comme cette mannequin. Alors pareil, les règles, on l'a abordé aussi, un sang pas comme les autres. Parlons des règles à nos patientes. Donc beaucoup de fausses croyances autour des règles. Ne touche pas la mayonnaise, elle va tourner. Le sang du guerrier serait lui peut-être plus noble, avec des femmes qui versent leur sang pour la patrie tous les mois ou presque. Pas de jalouses parmi les différentes religions, avec plein de messages très négatifs véhiculés. On demandait même aux femmes de courir nues réglées dans les champs, parce que c'était un puissant insecticide contre les chenilles. Les leucorrhées, signe de bonne santé. Les vulves sentent bon, pareil. Les leucorrhées, valorisant les leucorrhées. Gwyneth Paltrow en a même fait des bougies qui se sont vendues comme des petits pains. Donc semons ces petites graines qui permettent aux jeunes femmes d'être en paix avec leur vulve. En chapitre 3, du coup, la sexualité. Donc, on en a parlé déjà ce matin également, mais peut-être en énumérer et éliminer les 3 risques principaux, la grossesse non prévue, les IST et la violence. Donc cela passe par la contraception, la vaccination, les préservatifs comme prévention primaire, mais aussi la prévention secondaire par les dépistages pour éviter que la sexualité ne soit sanctionnée par une grossesse non prévue, des condylomes ou une infection à chlamydia. Donc cela est vraiment important. Et nous reviendrons à la thématique de la violence spécifiquement ensuite. Pour se concentrer sur son organe essentiel, le plaisir, son organe incontournable, le clitoris, et de faire de la sexualité quelque chose de joyeux et créatif. Nous devrions afficher le clitoris, le valoriser. Il est possible de commander des clitoris en plastique à laisser sur notre bureau. Nous le trouvons sous différentes formes, porte-clés ou autres faciles à commander. Donc, la construction chez ces jeunes femmes de leur sexualité comme une mémoire d'empreinte, nous ne naissons pas avec un mode d'emploi et nos parents ne vont pas nous apprendre la sexualité comme ils nous apprennent à traverser la route ou à bien se tenir à table. Elle nécessite un apprentissage avec la répétition de comportements, une construction au fil des expériences personnelles, partagées et de celles de nos partenaires. Guidée par des modèles plus ou moins conscients, des sources d'informations tirées ça et là, guidée aussi par la découverte des réactions de notre corps, souvent sensuellement et sexuellement gratifiantes, d'autres fois protectrices de problématiques inconscientes. Et donc les scripts cognitifs et corporels vont se construire comme une forme de mémoire d'apprentissage. Tout ça, bien sûr, dans un contexte personnel, interpersonnel et culturel particulier. L'empowerment, c'est l'inverse de l'étoile de mer. La sexualité étoile de mer qui éloigne de cette activité de faire de soi un sujet dans le rapport sexuel. Et donc, l'objectif, c'est de s'éloigner de cette passivité du corps féminin réceptacle. Parlons préliminaires en consultation. Ils sont importants pour le plaisir féminin et globalement pour la réceptivité de la femme. 50% des femmes souhaitent des préliminaires plus importants lors de leur rapport sexuel. La masturbation, donc il est important aussi d'aborder la masturbation. Comment donner de l'importance à son propre plaisir dans le rapport sexuel à deux si la jeune femme ne connaît pas son mode d'emploi? Libératrice, émancipatrice, elle permet de se connaître, se construire, s'aimer, s'affirmer, s'approprier son anatomie. Normalisons, valorisons la masturbation.
avec plusieurs études sur une association chez la fille de la masturbation dans l'enfance et l'adolescence avec une sexualité adulte réussie et une image positive de soi. Les ados de 16-18 ans avec une image négative de la masturbation, des premières expériences négatives. Une pratique presque universelle chez les femmes est signalée par une majorité de femmes. En tout cas, avec des recommandations des sociétés savantes et des organisations professionnelles célèbres pour vraiment valoriser et parler de masturbation dans nos consultations médicales, la masturbation composante durable de la sexualité. Alors, quelques messages simples à transmettre à nos patientes qui sont repris différemment par Michael. Donc, la femme a une sexualité diesel. Elle démarre tout doucement, mais elle dure longtemps. Elle n'a pas de phase réfractaire comme l'homme après l'orgasme, donc un potentiel multi-orgasmique. Il est dommage de s'arrêter à un orgasme quand on peut en avoir plusieurs. Et malheureusement, elle est excitée sans même le savoir avec une érection du clitoris, mais comme la partie émergée ne mesure que quelques millimètres, cette érection passe inaperçue, tout comme la lubrification du fait du peu de sensibilité de la paroi vaginale. Nous sommes toutes clitoridiennes, car le clitoris est en jeu, qu'il soit stimulé par l'extérieur directement au niveau de son gland ou via ses racines à l'intérieur, et donc beaucoup plus facile d'avoir le plaisir via une stimulation externe directe. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'entraîner seul pour construire son mode d'emploi. Concernant les stéréotypes de genre, je pense que c'est vraiment important aussi, il y a des tas d'outils dans les cabinets qui peuvent être utilisés, avec ici par exemple, je sais pas si vous voyez, parce que donc ici par exemple la femme qui fait plein de choses en même temps, l'homme un truc à la fois, la femme avec toutes ses valises, quand elle se regarde dans la glace elle se voit grosse alors que l'homme non, et puis la femme pleure et l'homme lui ne parle pas. En tout cas, avec une définition de la féminité dans le Larousse comme l'ensemble des caractères correspondant à une image biologique et sociale de la femme, le charme, la douceur, le contraire en serait la virilité. Donc il s'agit bien d'une construction sociale et culturelle avec des modèles identificatoires à l'œuvre et des stéréotypes véhiculés par la société et les médias. Pareil pour l'homme. Alors, certes, nous nous éloignons du cabinet du gynéco, mais l'idée est de développer l'esprit critique des jeunes. Voici quelques images choquantes véhiculées dans les publicités. Des femmes offertes. Oui, nous louons aussi aux femmes. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour la femme. Et voilà. Donc, l'orientation. Donc, voici une étude qualitative sur le suivi gynéco menée auprès de 20 femmes ayant une activité sexuelle avec des femmes. Donc les résultats montrent que le suivi gynécologique suit un chemin relativement commun, avec un poids ressenti de l'hétéronormativité et de l'homophobie, avec des craintes de discrimination, de jugement et de stigmatisation concernant l'orientation. En conclusion, il existe un impact ressenti sur la relation de soins et la perception du suivi gynécologique, et il est important de développer une prise en charge inclusive holistique avec ouverture et tolérance aux identités et aux orientations minoritaires. Je pense qu'il est aussi assez facile d'afficher dans nos cabinets un message, un drapeau, quelque chose qui montre cette ouverture d'esprit et qu'ici, oui, on peut déposer des choses, on peut parler de tout. Alors, en item numéro 6, le consentement. Consentir à un rapport, déjà le terme, je trouvais mal trouvé. On croirait que consentir à un rapport, c'est ne pas s'opposer. Ça implique donc l'absence de contraintes, de menaces, de violences, de surprises et de pression. Mais c'est quand même différent que désirer un rapport qu'en avoir envie. Et de rappeler qu'on ne peut pas consentir si on est alcoolisé, sous médicaments ou si on dort. Donc il y a des tas d'affiches que je reprends après qui peuvent être aussi distribuées ou affichées. Avec cette lutte importante contre les stéréotypes, contre les clichés, contre les discours normatifs. Les hommes ont des besoins physiologiques et les femmes doivent les satisfaire avec ce devoir conjugal. Les femmes n'auraient peut-être, elles, pas de besoin. Et donc faire rechanger les représentations, détricoter les représentations. Vraiment une notion, le consentement d'intimité dans le rapport à soi, toujours une confiance en soi et par rapport aux autres. Apprendre à s'aimer, se respecter pour pouvoir poser le non. Donc un débat peut-être d'abord avec soi-même. Il faut aussi qu'on informe les garçons, c'est essentiel, parce que je pense que du fait de l'excitation, comme parfois il y a des violences gynécologiques parce que nous ne sommes pas assez attentifs au message que nous envoie le corps de la patiente,
et que des jeunes garçons, du fait de l'excitation, ne sont pas attentifs au message que peut envoyer le corps et la petite amie. Et je pense qu'il faut vraiment aussi les sensibiliser à cette notion de consentement. Donc le consentement qui doit être volontaire, qui doit être clair, il faut être en capacité de consentir pour consentir, il doit être spécifique, donné à chaque étape et à chaque fois, il est toujours évocable. Donc quand la personne dit non, c'est non, pas tout de suite, c'est non, je ne sais pas, c'est non, peut-être plus tard, c'est non, arrête, c'est non, va-t'en, c'est non, je suis fatiguée, c'est non. Voilà. Questionner les premières fois, on en a parlé ce matin. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'on a des sentiments que c'est le bon moment. Quand est-ce qu'on se sent prête? Donc c'est des choses qu'on peut vraiment aborder. Trop de filles, de jeunes femmes ou même moins de jeunes hommes subissent des pressions psychologiques, voire des violences dans ce cadre, avec une grande majorité des personnes interrogées qui déclarent avoir voulu ce premier rapport à ce moment-là, 87% des femmes, contre 92% des garçons. Donc il faut penser au pourcentage restant. Les réseaux sociaux, on en a déjà parlé également, le sexting. Il s'agit de l'envoi de messages et d'images sexuellement explicites par messagerie électronique avec les dangers des diffusions secondaires qui exposent à une large diffusion sur les réseaux sociaux avec tous les risques que cela comporte. La violence, avoir un rôle préventif avec cet outil qui est vraiment très bien fait, le violentomètre, et qui permet donc d'être dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge. Le partenaire ne doit pas contrôler la manière de s'habiller, interdire le maquillage, vérifier les mails. Enfin, il y a des tas de choses parce que voilà, cette violence, ce sont des comportements qui s'immiscent au quotidien avec une gradation progressive, souvent non conscientisée, ni verbalisée, ni exprimée. Une forme de tolérance excessive, de naïveté, d'aveuglement. Un romantisme excessif peut-être chez certaines patientes, c'est l'homme de ma vie. Et aimer n'est pas posséder. Et c'est pas parce que le partenaire nous possède plus qu'il nous aime plus. Et donc, importance aussi des modèles éducatifs comme une musique qui nous a bercés et la reproduction de schémas familiaux qui rassurent, parce qu'il y avait déjà de la violence dans l'enfance. Je termine assez vite. Donc la pornographie, qu'est-ce qu'on peut passer comme message? C'est du cinéma, ça peut être un stimulant, mais ça ne doit pas servir de modèle. Ça éloigne de la sensualité, de l'érotisme, de la séduction, de l'interaction avec le respect mutuel, des pénétrations qui n'en finissent pas, du sperme partout, beaucoup plus de violence, la femme objet, l'absence d'affect, des conduites stéréotypées et ritualisées. Guider vers une sexualité joyeuse qui est tout le contraire du porno, même avec sans humour, leur dire que s'ils essayent de faire pareil, ils vont sans doute se retrouver aux urgences. Le michetomètre, un outil aussi important. Attention aux échanges monnayés. Tu montes tes seins, je t'offre une cigarette, tu m'envoies une photo de tes fesses et je te paye une bière, ou tu me tailles une pipe et je paye ma bouteille en boîte, avec une gradation encore ici insidieuse. Alors, l'examen, un moment privilégié exploité dans l'empowerment, on en a parlé. Voilà, fait, il est vraiment utile pour rassurer, donner confiance, toucher à l'intime et doit rester solennel. Cette période de construction est donc une période de fragilité, de vulnérabilité, de construction des scripts, et nous avons un rôle essentiel. Donc parlons, affichons, abordons ces thématiques, écoutons, accompagnons l'émancipation, partageons notre vision des choses avec enthousiasme, soyons inspirants et inspirantes. Merci de votre attention. Bien, merci pour cette invitation. Karine, Rosa, quand vous m'avez donné le sujet, sexualité positive, je me suis dit, là, va falloir que je bosse. Puis finalement, j'y travaillais. Et je vais vous livrer ma pensée. Alors, j'ai d'abord été rassuré. J'exerce la sexologie et je fais bien de la sexologie positive. J'espérais qu'elle ne soit pas négative, en tout cas. Alors... D'ailleurs, je vais rajouter encore un effort, parce que je trouve qu'on en est loin, parce que vous allez voir que dans la sexualité positive, on a parlé beaucoup de médecine, de santé sexuelle et tout, mais on n'a pas encore parlé beaucoup de plaisir. Et l'idée, c'est là d'aborder le plaisir quand même. Et ça, le problème, c'est pourquoi c'est si compliqué chez les humains de parler de sexualité et de plaisir. Et alors là, je vais me transformer en anthropologue à la fin, et je vais vous donner peut-être, en tout cas une théorie que je défends, et on verra bien. Alors, grosso modo, comment parler de ça? Je dirais, dans un premier temps, l'ordre social.
L'ordre social, suivant les sociétés, les normes sexuelles se construisent à partir de différents critères magiques, religieux, moraux, sociaux, affectifs, médicaux, que sais-je. Certaines activités seront interdites ou considérées comme inappropriées, irrespectueuses, et d'autres valorisées. Bien que la sexualité puisse être très différente d'une société à l'autre, la sexualité de la quasi-totalité des individus est conforme aux normes de leur groupe social, ce qui montre l'influence majeure et structurante du contexte culturel de la sexualité humaine. Il y a plusieurs études. Alors, attention, ce n'est pas figé. Les codes peuvent changer. Les codes sont en train de changer, d'ailleurs, en ce moment. Par exemple, le droit d'inventaire apparu avec MeToo. On a le droit de d'accord, dire maintenant c'est terminé, on ne fait plus comme avant. Les codes ont changé. Mais globalement, si on est d'accord et qu'on va dans ce sens-là, on adopte tous un peu les mêmes choses. Alors, l'ordre social. Dans nos sociétés libérales, l'État intervient le moins possible dans la sphère privée. C'est le principe des États libéraux. Mais reste quand même, en tant que politique, garant de la santé publique. Si problème de santé publique, alors il intervient par d'abord l'information, l'éducation, la mise à disposition de traitements, parfois la coercition aussi, même si dans nos sociétés modernes, nous, actuellement, très peu quand même. Alors, quels ont été les messages vis-à-vis de la sexualité? C'est vieux, hein? Et là, je vous ai sorti une affiche des années 20. En fait, grosso modo, c'est de la santé sexuelle, c'était ne pas tomber enceinte et pas choper une maladie. Donc l'époque, quand même, la Ligue nationale française contre le péril vénérien, c'est tout un programme, tuberculose, syphilis et cancer. Hein, voilà le tiercé des morts. Donc en fait, on a une évolution plutôt quand même positive, je trouve, et on est dans cette sexualité positive, puisque la notion d'altérité, de respect, de droit à la santé, c'est le concept de santé sexuelle, finalement, sont des choses qui sont progressivement en train de s'imposer, et pour le bien de tout le monde. Alors, c'est quoi la sexualité positive? Du coup, j'ai été regarder sur Internet, j'ai lu plein de trucs. Sexualité positive prône le mieux-être sexuel, savoir donner, recevoir, prendre du plaisir. Ah, tiens, ça y est, le plaisir, il apparaît un peu. Un rapport à l'autre et à soi qui n'est pas 100% naturel, mais qui s'apprend. On est d'accord. Et se découvre lentement au gré des expériences amoureuses et sexuelles. Ça, c'est la définition d'Yves Psalty. Pourrions définir également la sexualité positive comme une attitude envers la sexualité humaine qui considère toutes les activités consensuelles, donc notion de consentement, comme saines et agréables. Elle encourage le plaisir sexuel et l'expérimentation. L'expérimentation. Donc, c'est tout un programme là. Et là, on commence à aborder un peu le sujet. Comme son nom l'indique, la sexualité positive est fondée sur l'idée que le sexe n'est pas un sujet dégradant, négatif et tabou. C'est grosso modo une véritable philosophie sexuelle, hein, ni plus ni moins. Encourager le plaisir et l'expérimentation. Ça veut dire que la sexualité s'apprendrait. Parce qu'il y a encore plein de gens qui pensent que c'est naturel, que c'est instinctif, que bon, allez, on est doué, on n'est pas doué pour ça, tant pis, tant mieux. Mais grosso modo, c'est comme ça, hein, bon voilà. Ben non, je vais vous montrer que ça s'apprend quand même. Alors, est-ce que l'humain a encore un instinct sexuel? Pratiquement pas. C'est-à-dire pratiquement toutes nos attitudes et notre conduite ne sont pas du tout du domaine instinctuel, mais du domaine de l'apprentissage. Hein, je rappelle, un instinct, c'est une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. Hop, vous filez un petit coup d'hormones ou de phéromones, et hop, comme par hasard, comme miracle, et ben, il se passe un truc, il y a une action qui déboule là-dessus. Alors, sexualité positive, les limites. Les limites, c'est le plaisir. Comment on fait pour partager le plaisir, pour parler du plaisir? Puis tous les plaisirs ne sont pas égaux. Il y en a qui sont socialement tout à fait acceptés, valorisés, ou en tout cas dont on peut parler. Par exemple, si vous êtes avec des amis et que vous faites une dégustation de vin pour peu que vous ayez aimé le vin, vous partagez du plaisir ensemble, vous allez décrire le pinard en long, en large et en travers, vous allez prendre du plaisir. Alors que l'expérimentation sexuelle, excusez-moi, relève quand même d'un certain compagnonnage. Ça dépend aussi beaucoup des gens qu'on va croiser, rencontrer dans notre vie. Et en fait, on va échanger, on va apprendre des recettes, on va prendre des trucs, et puis trucs, non, c'est moins notre chose, c'est pas notre plaisir. Et quand même, tout discours qui pourrait réveiller l'excitation provoque toujours un peu une gêne. Regardez, nous n'éprouvons aucune gêne ni honte à échanger les recettes de cuisine. Hein, j'ai oublié son nom d'ailleurs.
Mais tout le monde suit à la télé ces recettes de cuisine. On les recopie, on les diffuse, on les recommande, on donne notre avis après les avoir testés, ouais c'était bon, c'était pas bon et tout. Imaginez à peu près les mêmes pratiques sur le même enthousiasme pour comment faire une fellation. Ça coince un peu quand même, hein. Donc c'est pas facile de parler du plaisir et l'art de se donner du plaisir. Alors les apprentissages cruciaux de la sexualité, c'est quoi? D'abord, c'est la reconnaissance du congénère, c'est-à-dire pas se tromper d'espèce. Ça paraît con, mais chez nous, il n'y a pas trop de problèmes, mais des fois, chez certains, vous verrez, il y a des images assez étonnantes quand même, et pourtant, ils n'ont pas consommé de l'alcool. Le positionnement génito-génital des corps, ça c'est instinctif chez beaucoup d'espèces, mais pas chez tout le monde. La socialisation, les genres, le rôle, le rôle, etc., etc., la motivation sexuelle, qui relève plutôt du système hormonal. Ce que l'on sait, c'est que plus on monte dans l'échelle phylogénétique, plus le cerveau est développé et plus le contrôle hormonal s'affaiblit, mais ne disparaît pas. D'ailleurs, je vais faire un petit focus là-dessus. Vous avez entendu parler de testostérone comme l'hormone du désir, etc., chez les hommes, bien sûr, et aussi chez les femmes. Mais finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous avez toujours tout un tas d'autres paramètres qui peuvent moduler ça. Certes, la testostérone, ça joue. Si vous supprimez testostérone, ça va marcher moins bien. Mais face à une mésentente, face à un vrai sentiment amoureux ou autre chose comme ça, testostérone ou moins de testostérone, ça marche quand même. C'est-à-dire que la testostérone, c'est vrai, sur le papier, ça marche, mais ça ne fait pas tout. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je vais revenir un peu en arrière. Plus on est monté dans l'évolution des espèces, on a perdu nos instincts. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, le petit humain est d'une grande immaturité pendant très très longtemps quand même, hein. Je veux dire, on a parlé des tanguis ce matin, mais quand même, essayer de lâcher un gosse de 3 ans dans la nature pour qu'il se débrouille tout seul et qu'il mange, ça va être un peu compliqué quand même. D'accord ? Donc il y a une très très longue immaturité. Alors il y a un cerveau énorme qui va se développer, et ce cerveau, il va... Le cerveau instinctif, il va s'amenuiser au fur et à mesure. Par contre, vous avez un autre cerveau qui est le cerveau de la récompense. Et en fait, l'animal humain est un addict pour plein de choses. Et tout ce qui était des instincts auparavant sont devenus des addictions en quelque sorte. Le sucre, l'alcool peut-être, parfois le sexe, etc., etc. Et la nature nous a piégés dans le sens où, bien sûr, c'est plus instinctuel, heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez, par exemple, 3 périodes de rut par an, et puis là, tout le monde se mettra en arrêt de travail, parce qu'il faut bien quand même consommer un peu, hein, parce que le reste du temps, on s'emmerde, et on n'a pas envie. Donc, heureusement qu'on ne vit plus ces choses-là. Donc, nous, c'est open bar tous les jours, d'accord ? Et du coup, c'est open bar tous les jours, non pas parce qu'on a l'instinct de s'accoupler, mais parce que ça nous fait du bien et qu'on aime bien ça. Et comme on aime bien ça, on recommence. Et du coup, on est addict au truc. Et comme on recommence et qu'on aime bien ça, on est récompensé. C'est comme ça que la nature nous a piégés en disant « Ok, vous ne voulez pas de l'instinct, mais c'est pas grave, vous aurez l'addiction. » Sauf qu'ils ne savaient pas prévu qu'on allait inventer la pilule. Mais bon, voilà. Donc, voilà un peu comment les choses ont évolué. Donc, ce qui est du sexuel inné, l'attitude lordotique de la femelle est un réflexe inné chez beaucoup de mammifères non primates. La posture est absolument nécessaire à l'accouplement. Pas de lordose, pas d'accouplement. Alors, ce qui est assez marrant, je viens de vous dire qu'il n'y a plus tellement d'instinct chez l'humain, en tout cas dans le matière de la sexualité, mais quand même, de temps en temps, quelque part, on aime bien se revenir un peu à notre animalité, à l'instinct finalement. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les positions qu'on aime bien adopter, qui sont en général appréciées et des hommes et des femmes. Et on ne sait pas pourquoi cette position-là, elle fait plus d'effet que les autres, mais quand même, quelque part, elle doit titiller un peu notre cerveau archaïque. Alors, elle est commandée, en fait, cette attitude, par un réflexe médulaire inné sous la dépendance à la fois de l'estrus, qui annule l'inhibition hypothalamique. Donc, il y a un frein hypothalamique qui fait que non, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, on ne s'accouple pas. Hop, allez-y, maintenant c'est bon. Quand le cycle et que les hormones sont là, l'hypothalamus se lâche et la stimulation des flancs va provoquer chez la femelle qui est d'accord pour l'accouplement, eh bien, en fait, la position en lordose. Sauf que nous, avec notre gros cerveau, on s'est un peu, je dirais, autonomisé de ça. Et donc, plus un comportement, une motivation sont complexes, abstraits ou conceptuels, plus ils dépendent des apprentissages. Ça, c'est les travaux de Serge Wunsch, que malheureusement est décédé, mais que je vous engage à lire parce que c'est passionnant comme truc. Et donc, vous voyez, nos chimpanzés, ils ont inventé d'autres trucs, un peu comme nous d'ailleurs. La position face à face. Mais là, il n'y a pas besoin, la femelle n'a pas besoin de se mettre en lordose.
D'accord? Donc, les apprentissages cruciaux, j'en ai parlé tout à l'heure, la reconnaissance du congénère, vous voyez que ce petit singe, il s'est un peu gouré quand même. Hein. La position génito-génitale, là, il ne s'est pas trop gouré. La socialisation, bah oui, c'est parce que c'est le genre, c'est les rôles sociaux, etc., etc. Et puis après, la motivation sexuelle, il faut quand même en avoir un peu envie quand même. Donc, le comportement érotique des hominidés a évolué. Les activités sexuelles ne sont plus limitées aux périodes de reproduction. Je vous ai dit, hop, le rut, c'est fini. La lordose de la femelle devient accessoire, voire un plaisir, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, apparition de nouvelles activités non reproductrices. Vous voyez un peu nos... j'ai un trou, là. Nos orang-outans qui se font des gâteries et ils s'en foutent. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que spécifique à l'animal, c'est qu'ils se foutent des gens qui pique-niquent, enfin des autres orang-outans qui pique-niquent à côté d'eux. Hein. S'ils ont envie, après tout, l'envie leur prend. Bon. Nous, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, en fait, les animaux, les singes supérieurs, se masturbent, ont des activités orogénitales, ont tout un tas d'autres activités. Enfin bref, ça commence à ressembler un peu à ne pas chez nous. Alors, est-ce qu'on doit apprendre à bien faire l'amour? J'ai envie de vous dire oui, mais c'est pas naturel. Ça se travaille à condition d'avoir envie d'apprendre et puis peut-être d'aller chercher ces expériences. Donc, par exemple, un exemple d'apprentissage classique, très à la mode, mais qui est propre à notre siècle, si j'ose dire, un peu du siècle précédent, c'est l'apprentissage de la montée de l'excitation chez l'homme jeune parce qu'il ne veut pas éjaculer prématurément. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'homme jeune, au XVIe siècle, s'intéressait autant à la montée, à la vitesse de son éjaculation? Personnellement, je pense qu'il s'en foutait un peu. Mais ce qu'il fallait, c'était un homme. Il fallait avoir une érection, s'accoupler, etc., etc. Quant à savoir si madame prenait son pied, c'est un autre débat. Et puis, les choses ont changé à partir du XXe siècle. Alors, il y a toujours eu des amants formidables. Attention, je ne vais pas vous dire que les hommes ont toujours été des brutes, etc., etc. Non, il y a toujours eu des amants formidables, des couples formidables. Mais c'est devenu, quelque part, les femmes ont dit, bon, maintenant, on voudrait bien partager ce plaisir. Bon, ok, très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On aimerait déjà que vous preniez un peu plus de temps. Donc, en fait, socialement, on a demandé aux hommes de modifier un peu leur courbe d'excitation, de contenir, de retenir, de jouer avec leur excitation, de manière à pouvoir profiter du moment un peu plus longtemps. Donc, ça, c'est totalement appris. Biologiquement, c'est quelques minutes. Et pour certains, c'est quelques secondes, et pour d'autres, c'est impossible, parce que même après 45 minutes de va-et-vient vigoureux, ils n'arrivent toujours pas à atteindre l'orgasme. Donc, il n'y a rien de naturel et instinctif à bien faire savoir la cuisine. Ça, on est tous d'accord, hein, quand même. Quand vous voulez apprendre à faire la cuisine, déjà, vous achetez un bouquin de cuisine. Vous achetez peut-être des trucs, et puis vous regardez Laurent Mariotte. Ça y est, j'ai retrouvé son nom. Le sexe, et pourquoi on ne fait pas pareil avec le sexe? Parce qu'on est une gêne. Parce que quelque part, c'est pas facile de parler de plaisir et de mettre tout sur la table. Alors, moi, je vais vous dire, en tant que sexologue, les questions sont très, très concrètes. Hein. Par exemple, moi, ce que j'entends, j'éjacule trop vite, comment je fais pour ralentir? Ou elle me dit, je ne jouis jamais. Ou je ne jouis pas par la pénétration. Ou j'arrive pas à éjaculer lors des relations avec ma partenaire. Ça, les gynécos connaissent bien, parce que c'est des couples qu'on voit arriver, les trentenaires, où, en fait, ils ont des rapports, mais il n'y a jamais d'éjaculation intravaginale. Et en fait, ils sont souvent dépistés, si j'ose dire, à cet âge-là, parce que finalement, l'anorgasmie, alors le terme vrai savant, c'est l'anorgasmie coïtale masculine, c'est-à-dire en fait l'incapacité pour l'homme à atteindre l'orgasme par la pénétration. Eh bien, finalement, c'est un trouble, c'est le troisième trouble qu'on voit en consultation, hein, c'est pas un truc exceptionnel. C'est moins pénalisant que l'éjaculation prématurée. Donc, ils arrivent, grosso modo, ils trouvent des solutions, des machins, des trucs. Et bon. Puis elle se dit, bon, de toute manière, docteur, j'ai renoncé, maintenant, au bout de 3/4 d'heure, j'en ai marre, on va dormir. Hein. Et ça pose moins de problèmes, sauf le jour où il faut faire un bébé. Parce que c'est quand même comme ça qu'on fait des bébés. Alors, ils y arrivent par contre très très bien par la masturbation. En général, il leur faut quelques minutes, pas plus. Hein. Ma copine trouve que je fais mal les cunis. Ou ma copine refuse de me faire une fellation. Donc quand même, c'est les recettes de cuisine, hein, là. Ces trucs très concrets, très pratiques. Ils aimeraient bien savoir comment on fait. Donc, ils veulent ces recettes de cuisine. Ils sont animés d'un désir de mieux, voire de bien faire.
Et les grands principes comme apprendre à se détendre, écouter son corps, machin truc et tout, je ne sais pas si vous avez déjà guéri quelqu'un, ceux qui font de la sexologie juste en écoutant son corps sur l'éjaculation précoce, à mon avis, c'est mal barré quand même. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, la sexualité positive, j'ai compris que c'était aussi l'art d'en faire peut-être des meilleurs cuisiniers, entre guillemets. Alors, on n'est pas encore à des stages pratiques en groupe où il faudrait apprendre ça, parce que quelque part, ça coince un peu avec d'abord notre éthique, heureusement, et puis notre pudeur, et puis notre quant à soi, etc., etc. Parce que là, je suis en train de parler de plaisir. Tout le problème, c'est d'aborder le plaisir en consultation. On a parlé beaucoup de médecine ce matin. Ne pas attraper, choper une IST, ne pas tomber enceinte alors qu'on ne le souhaite pas, etc., etc. Et dans le domaine médical, on est en plein dans nos attributions, ça ne nous pose pas vraiment de problème. Quand les gens vous disent « j'ai pas de plaisir », vous n'allez pas dire « oh ben moi, à votre place, je ferai ça ». C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, en fait, comment on peut aborder la notion de plaisir sans être attiré par le côté obscur? Parce que malheureusement, les faits divers, alors je trouve peu avec les sexologues. C'était vrai, il y a eu une génération de sexologues où ça a été vrai. Et après, c'est plutôt, je trouve que ce n'est pas tellement les sexologues qui sont le plus confrontés à des procès pour abus sexuels sur leurs patientes. Peut-être que justement, on a été bien formés et que dans notre tête, on sait faire la différence et on sait garder notre place de thérapeute. J'espère que c'est ça. Donc, je vous mets un extrait du Code éthique du Syndicat national des médecins sexologues. Le thérapeute ne se prête à aucun débat sexuel en colloque singulier comme en collectif thérapeutique. En clair, on ne baisse pas avec les patients. D'accord? Mais il faut quand même parler de plaisir. C'est tout l'art, toute la difficulté de s'impliquer, mais pas trop s'impliquer, etc., etc. La marge de manœuvre n'est pas si simple que ça. C'est probablement une des choses les plus difficiles dans la sexologie, de bien trouver la bonne distance. Alors, je vais en venir à ma marotte. En fait, qu'est-ce qui fait que les humains ont un mal fou avec la sexualité, en parler, etc., etc. Alors, cette gêne, elle nous vient de notre éducation, vous allez me dire, oui, très bien, mais alors vos parents, ils ont chopé ça d'où? Notre culture, vraisemblablement, les religions, évidemment, mais moi je pense que ça date de bien avant tout ça, même avant les religions. Alors, est-ce que vous connaissez le babillard arabe? Personne ne connaît le babillard arabe, moi je ne le connaissais pas, il y a un an je ne le connaissais pas. Alors, la théorie de Ben Moshe, c'est quoi? C'est un anthropologue, l'auteur a étudié les pratiques sexuelles de 249 cultures humaines et de 4572 ethnographies humaines. Le constat est que les humains se cachent de leurs congénères pour copuler, quelle que soit leur culture. Alors, bien entendu, dans le cadre de relations autorisées, légitimes, en dehors des rites spécifiques et en dehors des pratiques sexuelles transgressives. C'est sûr que si vous commettez l'adultère et que c'est puni de mort, vaut mieux se planquer quand même, sauf si vous êtes suicidaire. Si vous êtes partouzard et que l'idée c'est de faire la fête le samedi soir, là vous êtes justement dans la transgression, parce que vous faites l'inverse de tout le monde, puisque vous allez faire ça devant tout le monde. Vous voyez, mais on va mettre à part ces sous-populations-là. Globalement, tout le monde le fait dans son petit coin, dans son intimité. Et en examinant les précédentes études sur le sujet, il n'a jamais retrouvé de théorie évolutive qui pourrait expliquer cette attitude. Donc quand même, c'est bizarre quand même, alors pourquoi? Et dans le règne animal, la situation est exactement à l'inverse. Vous avez vu les orang-outans qui font ça devant tout le monde, les chimpanzés s'en foutent, etc., etc. Y compris chez les animaux sociaux, hormis le babillard arabe qui se cache également lors de ces débats. Et alors il s'est dit, c'est peut-être vachement plus facile d'étudier le babillard arabe, qui quand même vit en population d'une vingtaine d'individus, que l'humanité qui traîne tout un passif depuis des milliers d'années. Alors, la théorie de Ben Moshe, c'est quoi? C'est le bénéfice de se cacher pour s'accoupler serait d'éviter l'excitation d'autres mâles qui pourraient se montrer intéressés par l'entreprise. Et c'est vrai, il dit, après tout, tiens, c'est pas désagréable, il a l'air de prendre son pied, et à mon tour. Bon, donc, monsieur le babillard, il dit, je ne partage pas, moi. Donc, en préservant la coopération sociale inter-individuelle, c'est là où c'est fort. Parce que, en fait, quelles sont les mœurs des babillards arabes? En fait, c'est des colonies d'oiseaux qui vivent à peu près 20-30 oiseaux. D'accord? Et en fait, sur les vingtaine d'individus, il y a un couple dominant qui fait les petits, et puis les autres, ils regardent, et puis ils donnent des soins aux petits qui sont nés du couple dominant. Et donc, en fait, pour survivre et pour que ça se passe bien, parce que quand même, l'Arabie, c'est un peu aride,
Ils ont besoin de la coopération de tout le monde. Ouais, enfin, la coopération de tout le monde, il faut mettre à l'abri des frustrations et des jalousies. Le bénéfice pour le mâle est de garder le contrôle sur la sexualité de la femelle et la filiation. Et donc, en fait, l'accouplement caché relèverait d'une stratégie comportementale motivée par la nécessité de manœuvrer entre deux impératifs. Maintenir le contrôle sur l'accouplement de la femelle tout en préservant la coopération avec les membres du groupe. Alors, l'accouplement sur la femelle, ok, mais tout de même, si vous ne demandez rien à vos voisins, on s'en fout, s'ils ne sont pas contents, s'ils sont jaloux, c'est pas très grave. Je vais le traduire en langage humain, vous allez comprendre quand même le misfit tout de suite. Imaginez que Nathalie, du service comptabilité d'une grande entreprise, se soit tapé tous les mecs du service, sauf un. Celui qui n'a pas eu les faveurs de Nathalie va faire la gueule en disant « Mais quand même, je ne suis pas un monstre, pourquoi j'ai pas eu, moi, les autres, ils ont tous eu ce droit, et moi que dalle ?» Donc il va déjà faire un peu la gueule. Il est un peu jaloux, et il ne faut pas lui demander beaucoup de coopération quand il va s'agir de sortir le bilan en retard. Alors si en plus Nathalie fait ça à la sortie de la cafétéria devant tout le monde, c'est l'émeute. Et je vous garantis qu'en tant que DRH, vous ne pourrez plus rien faire dans le service comptabilité. C'est foutu. Ben voilà, vous avez la société en miniature. Et donc en fait, pour préserver des phénomènes de jalousie, de filiation, de trucs comme ça, les humains ont très vite intégré qu'il valait mieux se planquer pour s'accoupler plutôt que de faire ça sous les yeux des autres. Alors, c'était déjà un peu dans l'air. Malinowski et Pluto Simons avaient évoqué la jalousie suscitée et le coût pour le groupe, c'est-à-dire qu'en fait, la discorde que ça introduit dans le groupe et tout, eh ben, c'est pas bon pour les affaires, grosso modo, pour faire simple. Et c'est source de conflit. Et Friedel évoquait le coût de la concurrence des mâles pour l'harmonie sociale. Donc, à la fin de mes réflexions, je me suis aperçu qu'effectivement, je pratiquais la sexologie positive, qui est une véritable philosophie sexuelle. Et comment peut-on faire? Le travail d'abord sur les cognitions, les idées fausses. Je pense que le plus important, je vais vous dire, à mon sens, c'est le langage. C'est-à-dire la manière de parler sans affect, aussi bien de clitoris, de vagin, de petites lèvres, de machin, de trucs, comme je parlerai du bout du nez, du lobe des oreilles, des trucs comme ça. Moi, quand je reçois une jeune femme, par exemple, qui vient me voir, moi je suis un vieux, elle a 25 ans, et elle va m'expliquer qu'elle souffre d'un syndrome d'excitation génitale persistant. C'est pas facile quand même de raconter qu'on a chaud aux fesses toute la journée. Je lui dis, vous inquiétez pas, les 10 premières minutes vont être désagréables. Vous allez stresser complètement, mais après ça va aller beaucoup mieux. Et puis je me marre un peu avec elle, je déconne, et finalement, au bout de 3 minutes, elle me dit tout. Parce que la capacité à dédramatiser le truc, à en parler simplement, normalement, comme on parlerait de tout et de n'importe quoi, alors ça nous joue des tours parfois. Vous allez dans une, je sais pas moi, vous êtes invité à une soirée, le sexologue, c'est le seul qui peut parler de son métier, hein, parce que c'est sûr que comptable, vous allez emmerder tout le monde, mais sexologue, vous allez avoir un cercle autour de vous. Et les gens vous disent, oh, voilà, il décoiffe le mec, putain, il est vraiment désinhibé. Hein. Oui, parce que ça, c'est le piège. C'est que du coup, effectivement, on est tellement à l'aise avec le discours sexuel que pour nous, ça ne nous pose vraiment plus de problème. Ça, c'est de la sexualité positive. Parce que justement, les gens, les patients que vous allez voir, eh ben, ils sont moins stressés quand même. Et puis ils s'aperçoivent, moi je vais en consultation, y compris à l'hôpital, on s'adapte avec le langage des gens et ça se passe très très bien. Puis après, il y a le savoir-être, la nudité, la confiance en soi, l'expression de ses désirs. Et puis, soigner aussi par la bonne parole de temps en temps. Alors, on ne participe à rien, mais on a le droit d'échanger quand même des recettes de cuisine. Pour telle femme qui me dit « je n'ai pas de plaisir, je ne sens rien dans mon vagin, etc. etc. » je lui dis « essayez peut-être ci, essayez peut-être comme ça. » Je donne des pistes. Et puis ils verront bien. Ils achètent pas, ils ne prennent pas. Après, vous verrez à l'usage qu'on fait la sexologie, c'est très difficile de changer les habitudes des gens. Mais voilà, au moins le message est passé, il est là, et peut-être qu'ils feront quelque chose. Donc, le savoir-faire, dans les limites de l'éthique, bien entendu, que j'ai bien précisé, on ne consomme pas avec les patientes, c'est clair. C'est par la bonne parole et les conseils avisés. Et ben voilà. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Alors, je suis assez heureuse de participer à ce symposium et vous allez peut-être voir à travers ma présentation, enfin je vais m'efforcer là-dessus,
de voir que les 3 orateurs que vous avez eus, ben en fait, moi, je vais être un petit peu la synthèse de tout ça, puisqu'on a intitulé mon intervention « Quels ingrédients pour une sexualité épanouie ?» Donc, je vais piocher chez Karine, je vais piocher chez toi, et je vais essayer de vous donner un petit peu le fil rouge de comment on peut aider ces patients que l'on rencontre. Alors, en sachant que je ne suis pas médecin, mais je suis psychologue, sexologue, sexothérapeute, puisqu'il faut l'intituler ainsi, et je travaille avec des médecins, et je vais vous faire un peu plus de sexologie clinique. Donc, qu'est-ce que c'est une sexualité épanouie? Alors là, nos patients, ils viennent nous voir, ils voudraient avoir la sexualité qui va bien, être les bons coups, arriver à être ces hommes et ces femmes qui correspondent aux représentations qu'on se fait de la sexualité épanouie. Alors c'est vrai que si on avait eu plus de temps, je me serais amusée à faire un petit quiz, mais bon, faute de temps, on ne le fera pas. Juste en reprenant une définition qui est maintenant établie, qui est dans les mœurs de la santé sexuelle, c'est cette définition de l'OMS qui reprend que la sexualité, ben déjà, c'est un aspect central de l'être humain qui va évoluer tout au long de sa vie avec le sexe, ses identités, ses rôles. Donc, vous avez vu dans les présentations précédentes, on en a parlé, ces évolutions dans l'orientation sexuelle, mais aussi tout ce qui est l'érotisme, le plaisir. On a quand même dans cette définition la notion de plaisir qui apparaît dans cette recommandation-là. Et puis, bien sûr, l'intimité et la reproduction. Cette sexualité, elle va être vécue, exprimée avec des pensées, des fantasmes, des désirs, des croyances, des attitudes, des valeurs et des comportements, des pratiques qui vont s'exprimer avec des pratiques. Les personnes vont avoir des rôles et entretenir des relations. Mais cette sexualité qui est si complexe, selon nos patients, des fois, il y a des morceaux qui manquent, des morceaux du puzzle qui n'ont pas pu développer, qui n'ont pas pu exprimer. Et puis, bien sûr, on l'a vu dans les présentations précédentes, cette sexualité va être influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. C'est vrai que la sexualité épanouie n'est pas la même en France, en Europe, que parfois au Cameroun ou au Sri Lanka ou dans d'autres pays. Alors je vous convie, si vous voulez bien me suivre, dans cette petite présentation qui s'axera sur l'exploration imagée d'un bon repas à deux. Donc on ne s'est pas concerté, mais nos esprits fusionnent dans l'envie de prendre et de donner du plaisir dans un moment d'intimité partagé et consenti. Et donc je vous invite à essayer de voir comment on peut voir auprès de nos patients déjà cette sexualité, cet ingrédient peut-être principal, c'est il faut s'inviter, il faut s'inviter, se convoquer dans un moment d'intimité qui va être favorable à un temps de plaisir solo ou à deux. Parce qu'on parle souvent de la sexualité dans le couple avec partenaires homme-homme, femme-femme, toutes combinaisons confondues, mais aussi il faut penser à parler à nos patients de leur sexualité solo, parce que ce n'est pas qu'une sexualité dans la relation, c'est aussi une sexualité avec soi. Alors je vous ai fait juste ce petit tableau très vite fait, c'est que notre logique du temps social qui organise toutes nos actions du matin au soir va faire que toutes nos actions vont être timées, organisées, découpées, chiffrées. Ça doit permettre à l'individu d'être efficace, performant, productif, pour qu'en fin de journée... Ah, j'ai eu un petit bug. Pardon, ça m'a choqué, ça m'a sauté aux yeux. Qu'en fin de journée, la to-do list de chacun soit réalisée. Je parle de ça parce que ça a des répercussions sur la vie sexuelle de nos patients qui viennent pour être performants, pour y arriver. Tout à l'heure, tu parlais d'éjaculation rapide, cette question du temps. Alors, docteur, combien de temps ça doit durer un rapport sexuel ? Alors là, c'est la question qui peut revenir dans nos consultations assez régulièrement. Alors que le temps de la sexualité, si on veut avoir le bon ingrédient, il répond à une logique très très différente. C'est prendre le temps, se donner du temps. Ainsi, il est important de s'accorder un temps qui est dédié à savourer, goûter, découvrir, jouir ensemble, sans timing, en se laissant surprendre dans un moment présent et en pouvant se laisser évoluer au fur et à mesure du moment. Donc c'est une prise de rendez-vous avec soi et avec l'autre pour un temps partagé de plaisir et d'intimité. Donc ce serait notre premier ingrédient principal dont il faut aussi parler à nos patients. Moi, je prends du temps dans mon entretien d'évaluation pour savoir leur mode de vie, comment ils vivent, quel est leur timing, pour savoir aussi quel temps ils s'accordent. J'ai emprunté cette petite citation à Alexandre Lacroix qui dit que faire l'amour est un des plus beaux remèdes au contre-la-montre permanent que nous impose la société moderne. Le temps sexuel est élastique. Je trouvais cette image assez belle.
Et puis là, bien sûr, elle fuit, elle tombe, c'est la disponibilité. Comment les personnes se rendent disponibles, parce qu'on le sait, pour bien manger, pour prendre le temps de bien manger ou de prendre le temps de la convivialité, il faut se rendre disponible. Et ça, parfois, nos patients, ils ont besoin de nous l'entendre dire. Ils ont besoin qu'on les amène à réfléchir à ça. Tu parlais d'employment tout à l'heure, Karine. Mais aussi, c'est important qu'on leur parle de ce temps nécessaire, où le temps du désir et du plaisir, c'est un temps qu'il faut s'accorder. Donc les participants à ce bon repas, alors on pourrait imaginer quelques prérequis. Alors on en a parlé, il faut pouvoir peut-être avoir expérimenté sa propre cuisine pour savoir ensuite comment la partager à deux. Alors c'est vrai qu'on a le mot masturbation, mais on peut avoir le mot exploration. Tout dépend, il faut s'accorder ou essayer d'utiliser les mots des patients. Mais c'est vrai que c'est important de leur parler de cette importance qu'il faut que ça parte aussi de leurs propres expériences pour pouvoir être plus à l'aise pour le partager. Et puis, il y a ce jeu de séduction. Alors, c'est vrai que ça, souvent, c'est intéressant d'aborder ça avec nos patients. C'est qu'un des ingrédients, c'est que aussi, pour susciter ce moment de rencontre, de sexualité, il faut se parer pour plaire à l'œil, pour se faire désirer. Alors, c'est vrai que si on reprenait de l'éthologie, au moment des accouplements, il y a la parade, il y a les apparats dans certaines civilisations, aussi dans les rites sexuels. Donc, il faut penser à leur parler aussi de ça. Comment ils font pour jouer sur leur séduction. Et puis un petit peu un ingrédient clé de voûte, un ingrédient quasiment indispensable dans le panier, c'est cette communication, pouvoir communiquer ses envies, ses préférences, peut-être ses curiosités, parce que parfois on ne sait pas, on se questionne, on s'interroge. Et puis aussi, quelle émotion ça me suscite? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça me fait envie? Est-ce que ça me fait rire? Donc de les amener à parler de tout cela. Et puis bien sûr de parler du consentement, mais je ne vais pas développer puisque ça a été fait précédemment. On parlait tout à l'heure dans la présentation précédente du langage, de la communication, les mots de l'amour. Alors on ne peut pas être tous des poètes, puis parfois ça ne marche pas, il y a des personnes, ça ne va rien faire. Et puis il y a les mots vrais, les mots qui touchent. Il faut pouvoir les oser et puis trouver ce code. Alors quand on est à deux, on trouve le code du couple. Et on se retrouve avec un accordage de la communication de l'intime qui donne cette particularité que ces couples ils vont se parler de leur sexualité avec leur code. Donc c'est toujours intéressant aussi. Moi, je prends du temps pour leur demander comment ils parlent à leur partenaire de la sexualité, quels mots ils utilisent, comment ils en parlent. Et puis, il y a ce langage du corps. Ça, c'est un petit ingrédient, c'est le petit épice, le petit sel. Est-ce qu'il y a des sourires? Le regard, comment on porte le regard? Est-ce qu'on peut capter l'autre si on ne se regarde pas, ou si on regarde ses pieds, ou si on regarde ailleurs? Et puis la voix se module, c'est bien connu. Il y a des personnes, il y avait des études qui avaient été faites, que certaines voix, certaines tonalités peuvent susciter une activation de l'excitation, rien qu'en entendant une certaine fréquence de voix. L'envie, alors ça aussi, j'ai plus envie. Est-ce qu'on peut donner une prescription qui permet de réavoir envie? Compliqué. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a cette question d'appétit. Est-ce qu'on a de l'appétit ou est-ce que l'appétit vient en mangeant? Donc ça aussi, c'est intéressant d'en discuter avec nos patients, de leur dire que parfois, c'est aussi de se laisser une occasion, peut-être se laisser surprendre, une approche, et puis voir si ça vient ou pas. Le désir. Alors ça, c'est intéressant, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps pour que je développe, parce qu'on parle souvent du désir, et en fait, en sexologie intégrative, on parle des désirs, puisque cette sexualité... Souvent, on va dire, est-ce que tu as envie ou pas, ou est-ce que tu veux le faire? Mais en fait, peut-être que j'ai juste envie d'une complicité, d'un rapprochement, et puis peut-être que les autres désirs vont se construire ensuite. Et puis, il y a l'excitation avec cette composante importante qui est l'anticipation positive de la sexualité et de ses effets. Bon, ça rejoint la définition aussi de l'OMS, qui fait que il faut qu'au fur et à mesure des expériences, les personnes puissent avoir cet ancrage d'avoir des effets positifs de leur sexualité pour avoir envie d'y revenir. Le PowerPoint va plus vite que moi, il faut que j'accélère. Donc il faut aussi être libre de se mouvoir dans une dynamique de la relation avec l'autre et avec soi. Alors, très brièvement, je vais vous montrer ce schéma que j'aurais voulu plus vous exposer. Je l'ai emprunté à Marilyn Lassagne, vous aurez les références à la fin du diaporama. C'est une de nos formatrices qui a fait de la pédagogie. Et c'est toutes les allées-venues entre peut-être cette femme qui va être dans son excitation, dans son envie, qui va être désirante et puis du coup qui va peut-être
envoyer des messages vers son partenaire qui va lui renvoyer. Et vous voyez, il y a cette dialectique entre les deux, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comment cette interaction va permettre de me nourrir à moi, me nourrir de l'autre, aussi nourrir l'autre, avoir envie de nourrir l'autre. Et vous voyez, ça des boucles, des feedbacks qui jouent entre les deux partenaires et où il faut aussi un petit peu ouvrir au niveau des patients cette possibilité qu'ils soient dans cette dynamique d'être centrés sur soi et centrés aussi sur la relation, parce que parfois, certaines problématiques sexuelles sont dans cette image de l'étoile de mer dont parlait Karine tout à l'heure. Si la femme n'a pas cette interactivité, elle est en dedans de soi, mais elle n'a pas le feedback de la relation et rien ne se passe. Et là, elles vont vous dire « je ne jouis pas, je n'ai pas de plaisir, il ne se passe rien ». Alors, au menu ou à la carte? Donc là, c'est important en sexologie, on a l'importance de pouvoir aider les personnes à prendre en compte qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bon menu, il n'y a pas de bonne modalité gastronomique. Il faut un temps d'accordage des attentes de chacun qui permet de savoir est-ce qu'on peut prendre ce temps ou est-ce que ce soir, ça va être peut-être quelque chose de plus fast-food, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui appartient à l'un ou l'autre des partenaires. C'est un accordage entre les attentes de chacun qui permet de choisir. Enfin, une fois qu'on a choisi le restaurant, c'est savoir est-ce qu'on est au menu à la carte. Et là, on retombe sur les sacro-saints scripts sexuels et avec la difficulté de déconstruire les habitudes et de permettre les innovations. Est-ce qu'il faut absolument une entrée, un plat, un dessert ? Des préliminaires, une pénétration, un orgasme. Est-ce qu'on ne peut pas avoir énormément de jeux amoureux et avoir du plaisir? Est-ce qu'on peut repartir dans le scénario? Il faut pouvoir en parler aux patients parce que parfois, il y a des troubles sexuels qui apparaissent quand les personnes se coincent dans un script et puis en fait, ils décrochent de leur excitation et il faut pouvoir les aider à travailler. Pas leur mettre nos scripts à nous, comme tu disais très justement, mais les aider à ce qu'ils construisent ceux qui leur conviennent. Oser essayer, goûter ça pour savoir si l'on aime. C'est quelque chose qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit. Goûte, après tu diras si tu aimes ou pas. Donc ça, c'est dans l'alimentation, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir aussi un travail à faire auprès de nos patients, de leur dire c'est possible aussi d'essayer, de tenter et de s'accorder le fait que ça peut aussi ne pas plaire. Donc avec cette liberté d'exploration. Et puis il y a aussi un axe très important, c'est d'écouter aussi le moment, laisser émerger le possible, laisser faire le moment qui permet la nouveauté, sortir de la routine. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Ah ben avant, elle aimait ça, maintenant elle n'aime plus, je ne comprends pas. » Ah, bon, mais peut-être que dans ce moment-là, dans cette période-là, et on le verra tout à l'heure, c'est plus le moment, il faut pouvoir réinventer les choses. Donc l'excitation, j'en ai parlé tout à l'heure. Juste cette petite citation que je trouvais intéressante, c'est « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. La sexualité serait peut-être l'art aussi de créer le bonheur entre les personnes. » Alors, encore de façon imagée et schématisée, c'est des schémas pédagogiques que moi j'utilise parfois en séance quand j'en ai besoin avec les patientes. C'est que là, on retrouve quelque chose d'intéressant où on a bien sûr le désir sexuel, qui s'imbrique avec aussi toute la composante de qu'est-ce que la personne va avoir dans son imaginaire sexuel, les souvenirs, les empreintes sensorielles, les anticipations positives, les rêves, les rêveries. Et j'emprunte à Michel cette phrase, c'est que rêver, ça demande du temps, ça demande de se poser, ça demande de ne pas se presser, il faut se laisser rêver. Et puis après, il y a les 5 sens qui rentrent en action, et là, on est tous inégaux, puisque chaque personne va avoir sa cartographie sensorielle, et les touchés, les sons, la vue, l'odorat, le goût vont pouvoir susciter l'excitation sexuelle et alimenter la réponse. Mais ça aussi, c'est à la carte. Chaque personne a ses sens. Et les lois du corps, alors ça, c'est ce qu'on travaille aussi dans l'axe sexo-corporel en sexologie, c'est qu'il faut aussi jouer sur les rythmes, sur les tensions musculaires, sur la mobilité et la fluidité du corps, et puis comment on occupe l'espace. Donc c'est vrai que dans nos consultations sexologiques, on regarde aussi comment les personnes se présentent, comment elles agissent dans leur corps, et on peut faire un travail sur cet axe-là. En tout cas, la boîte à outils du sexologue a des outils pour le travailler. Et enfin, le repas, alors pour
pour ce repas, bien sûr, il faut cuisiner les ingrédients de saison. Alors, les saisons, c'est les saisons de l'individu. Parce qu'aux différents âges de la vie, on n'a pas les mêmes facultés physiques, émotionnelles, relationnelles aussi. On peut passer des fois à d'autres choses. Et puis, bien sûr, mais je crois que vous en avez pas mal parlé ces jours-ci, c'est l'état de santé qui est à prendre en compte. Parce que quand tout d'un coup, une maladie apparaît dans le couple, il faut pouvoir aménager, réaménager, parce qu'on est dans une autre saison. Et ensuite, il y a aussi les saisons du couple. C'est pas pareil, un couple qui est tout neuf, qui rentre dans sa phase lune de miel, qu'un couple qui est déjà établi, qu'un couple qui a des enfants, qu'un couple qui est en retraite. Donc c'est vrai qu'il faut aussi amener nos patients à réfléchir sur cet aspect évolutif et qu'on ne cuisine pas les mêmes ingrédients à toutes les saisons. Je l'ai mis un petit peu comme ça, cet ingrédient rare et précieux, c'est d'aider nos patients à trouver une certaine spontanéité. Alors, je n'ai pas de mode d'emploi à donner, mais je pense que dans nos séances de sexologie, je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est que par moment, on se laisse un peu porter par les entretiens et on aborde des choses avec spontanéité. C'était ce mot que je trouvais intéressant à rebondir à ton intervention, c'est si nous, on est spontanément à l'aise et qu'on pose les choses avec une certaine spontanéité, on envoie un empowerment qui va aider le patient à se dire je peux parler, je peux m'autoriser, et ça débloque des choses. Donc si on est spontané, on les aide. Et il faut tenir compte aussi des dysfonctions sexuelles, mais bon, ce symposium ne me permet pas de développer. Bien sûr qu'il faut composer avec, mais aussi il ne faut pas qu'elles deviennent rédhibitoires à la sexualité, parce que parfois des personnes disent j'ai plus d'érection, j'y vais plus. Et là c'est délétère, parce qu'il n'y a plus du tout ni d'intimité, ni de rapprochement. Donc aussi, c'est d'accompagner comment ils peuvent faire autrement un accès à leur sexualité, même quand il y a une dysfonction sexuelle. Et puis, il y a les plaisirs. Alors, tout à l'heure, on parlait de plaisirs. Moi, j'ai envie de dire, il y a les plaisirs. D'aider ces personnes à voir que on peut avoir juste plaisir à goûter, mais c'est déjà du plaisir en soi. Et puis, on peut être quelqu'un qui aime savourer, se délecter. On peut avoir plaisir aussi à ajuster. Rajouter ceci, enlever cela, et puis pourquoi pas aller jusqu'à s'enivrer. Là, ce schéma, Marilyn, dans ce schéma, elle explique vraiment le fait que, vous voyez ici, c'est toute la partie qui va éteindre une sensation, par exemple, génitale qui va exister. Vous en parliez tout à l'heure, sensation génitale. Et puis, si elles sont niées ou refusées dans certaines situations, non reconnues ou non connues, il y a des femmes qui ne les connaissent pas, elles ne savent pas où elles en sont dans leur lubrification, elles ne savent pas ressentir aussi les phénomènes de transudation ou de gonflement. Ou les émotions négatives, quand il y a eu des expériences négatives aussi, on va avoir du « je sens rien ». Et puis, du coup, on va avoir une mémorisation sensorielle très faible, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment avoir un ancrage corporel dans « ça ne répond pas ». Alors qu'ici, sur ce versant, quand les émotions vont être privilégiées, valorisées, et puis qu'il va y avoir ce être ensemble qui est positif, il va y avoir une mémorisation sensorielle qui va être bonne, mais qui peut être encore meilleure quand la personne va accueillir et avoir de façon prolongée et amplifiée une écoute de ses sensations et qu'elle va être proactive pour aller chercher à amplifier, à chercher son intensité. Et c'est là où, en effet, il faut aider aussi les patientes à être actives dans leur recherche de stimulation et ne pas tout attendre du partenaire. Parce que ça, c'est aussi les constructions un peu sociales que, bien sûr, vous le savez tous, c'est l'homme qui donne la jouissance à la femme. Ah, non, ça ne réagit pas. On est d'accord que c'est aujourd'hui important que ces femmes comprennent que c'est en étant proactives et en nourrissant leurs sensations et en allant chercher les stimulations et en accompagnant ce qui se passe dans le rapport, qu'elles pourront développer aussi leur excitation, leur montée excitatoire et bien sûr accéder à leur plaisir. Je pense que c'est la fin de journée, j'ai plus personne qui réagit. Enfin, l'épanouissement en sexologie, pour nous, qu'est-ce que c'est l'épanouissement réussi? C'est une sexualité qui va réussir une intégration, qui va intégrer à la fois ce qu'on disait, le cognitif, l'émotionnel, le relationnel, l'individuel, avoir des sens en éveil, à même d'écouter ses sens, d'écouter son corps, d'accéder à une sensualité, ce senti qui devient plaisant, agréable, qui va être variable, qui va monter. Et au niveau des touchés, avoir ce niveau physique et émotionnel qui permet cette navette entre
être touché d'être touché et toucher l'autre, mais parce qu'on est touché, et voir en retour que l'autre est touché. Et je pense que c'est important que dans nos séances, on puisse des fois aussi leur montrer que leur vie nous touche un peu pour pouvoir qu'ils comprennent que ça peut amener de la compassion et de l'empathie. Je n'aurai pas le temps de vous donner les exemples. Juste en schéma intégratif, ça donne un petit peu cette représentation pédagogique que dans la santé sexuelle versus ce schéma sexo-corporel des formatrices de Toulouse, on peut retrouver les ensembles, en fait, voilà, l'épanouissement sexuel, ce serait arriver à ce que toutes ces dimensions s'entrecroisent et que la personne arrive à une sexualité la plus épanouie et équilibrée possible. Le prompteur me dit qu'il faut que je m'arrête. Donc ici, vous avez quelques références des ouvrages qui m'ont permis de faire cette présentation. Et puis là, le petite référence de Marilyn qui m'a gentiment prêté ces schémas pédagogiques que je vous ai présentés. Voilà. J'ai découvert le violentomètre et le michtomètre. C'était nouveau pour moi. Et puis, tu as parlé des femmes diesel, que les femmes, c'était des diesels, mais elles ne sont pas toutes des diesels. Hein. L'excitation sexuelle chez la femme, ça peut, s'il y a des sources d'excitation efficaces, ça peut monter très rapidement. Et elles peuvent être des orgasmiques rapides, comme on a des éjaculateurs rapides. Voilà. C'est peut-être en comparaison avec peut-être la jante masculine qui va être un peu plus vite prête quand même en général, et le fait que elles prennent le temps, voilà, de laisser monter le désir, le plaisir, les sensations. C'est dans cette dimension-là de. Après, c'est vrai que Après, je pense que ça dépend qui est l'initiateur. Parce qu'en fait, on est toujours dans la projection. Si finalement c'est elle qui se dit « Tiens, je tirerais bien un petit coup », bah, elle est déjà excitée en montant l'escalier. Parce qu'elle est dans la projection, elle sait qu'il va se passer quelque chose. Alors que si effectivement, lui, il lui saute dessus comme ça, même si elle n'est pas contre, mais elle est un peu prise par surprise. Donc effectivement, il faut qu'elle monte un peu son excitation. Moi, je vais me montrer un peu taquin, mais je suis un peu provocateur. Comment vous arrivez à faire cohabiter, j'en ai entendu dans le discours, l'appétit peut venir en mangeant, ou on peut manger sans faim, après tout, qui existe dans l'érotisme, hein, on est d'accord, et la notion de consentement, parce que c'est-à-dire que si l'appétit vient en mangeant, c'est qu'on n'avait pas envie au départ, et alors qu'est-ce qu'il en est du consentement, vu ce qu'on a à vivre maintenant avec les nouveaux consentements, si j'ose dire? C'est une question. C'est le non ou oui? Oui, ben c'est pas simple, ça va nous obliger à réfléchir, en tout cas. Oui. Par rapport à ça, c'est que c'est une question de réceptivité, je pense. Et justement, d'accepter... il faut voir comment l'autre exprime son stimuli, son envie. Et je pense que tout est là aussi. C'est que l'envie de l'autre doit être exprimée d'une manière adaptée, à un moment adapté quand même, dans un moment de disponibilité, et de laisser s'éveiller la réceptivité. Mais enfin, je ne sais pas si j'arrive à... Mais je pense que c'est difficile à décrire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire faire des textes en disant c'est non. Bien sûr que quand c'est non, on est d'accord. Hein, c'est pas oui, peut-être que non. Mais c'est pas facile, n'empêche qu'à formaliser, tu vois ce que je veux dire? Et ça nous oblige, nous, sexologues, à réfléchir à ça. Alors, c'est vrai que j'étais partie de ma petite vignette du début dans une relation consentie,
où les personnes sont d'accord pour partager le repas. L'idée de l'appétit vient en mangeant, c'est dans le déroulé ou dans le fonctionnement du rapport, il peut y avoir à tout moment actualisation du consentement. C'est-à-dire si en faisant ça, tout compte fait, ça ne me plaît pas ou ça ne me convient pas, je peux à tout moment dire stop, je n'aime pas. Mais avec le préalable qu'il faut que dans le couple, puisque si là on est en relation de couple, je puisse être sûre que le stop sera possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas me forcer. Un petit peu, si je reprends l'image un petit peu de la nourriture, il n'y a pas pire, ces cantines où les enfants sont forcés de goûter, alors qu'on peut faire goûter et laisser, ou on peut faire goûter et forcer. Donc, enfin, si je peux reprendre cette analogie, il y a aussi cette dimension de quel est le contrat de départ entre les partenaires où le consentement est actualisable à tout moment. Et ça, c'est la partie qui est compliquée parfois à faire travailler aux personnes, parce que du moment parce que là, on a vu, bon, elle a dit oui, donc c'est bon. Mais non, le consentement, c'est quelque chose d'évolutif et d'actualisable en fonction de ce que je vis ou comment je le vis. Je peux être d'accord au début pour, pourquoi pas, du sexe anal. Mais tout compte fait, les sensations ne me vont pas, j'y arrive pas. Ben non, c'est non. Mais si en face, la contractualisation n'a pas été faite, qu'on peut se stopper, c'est là où il peut y avoir problème. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ce que tu... Imagine bien que c'est compliqué quand même. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Oui, ben, on appelle ça l'accordage. Voilà. Et je pense qu'on peut s'accorder par la parole, ce qui va être exprimé dans les mots, mais il y a un accordage aussi qui se fait, j'ai envie de dire, corporellement. On envoie des messages corporels d'acceptation ou de refus. Et donc, ça demande quand même c'est ça la difficulté dans la sexualité. C'est d'être à la fois disponible à soi et disponible à l'autre. On est dans cette double attitude. Et comment je peux être attentif aux signaux que m'envoie l'autre à travers son corps aussi. C'est pas uniquement par les mots, le langage. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, sauf que l'homme qui est capable de décoder ces signaux, moi j'ai un truc, en général, c'est pas forcément le plus insistant, parce qu'il connaît mieux. Et c'est plutôt celui qui décode rien du tout qui va aller jusqu'au bout. Bon, alors rien ne vous vient. Vous êtes fatigué. Pierre. J'aimerais demander à Pierre Desvaux si dans les côtés de la santé sexuelle positive, la sexualité positive, les effets positifs sur la santé, justement, les effets biologiques. Bon, tu ne l'as pas abordé, tu as abordé autre chose. Si tu peux nous en dire un mot. La santé sexuelle, on se place clairement sur le terrain de la santé. Donc, c'est tout ce que tu as dit très bien ce matin, on l'a tous dit, on est tous d'accord. Mais la santé sexuelle, je vais prendre une formule un peu choc, la santé sexuelle, grosso modo, est à l'érotisme, ce que 5 fruits et légumes est à la gastronomie. C'est ce que je veux dire. 5 fruits et légumes, c'est bon pour la santé, mais c'est pas la gastronomie. Ben, c'est pareil. Oui, allez-y. Je suis gynécologue et toute débutante en santé sexuelle. Et récemment, j'ai écouté des podcasts avec Chloé McIntosh, je ne sais pas si ça vous parle, qui a créé l'application Kama. Et en parallèle, je m'intéresse beaucoup à la pleine conscience et les deux sujets se recoupaient. Et je trouvais que c'était hyper intéressant à la fois pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, s'éloigner de ses pensées et aussi être en accordage avec l'autre. Donc je trouvais que c'était un abord hyper intéressant. Vous avez entièrement raison. Moi, j'ai banni de mon vocabulaire le terme de préliminaire. Préliminaire, c'est quelque chose qu'on fait avant autre chose. Ça veut dire qu'il y a un script amoureux immuable, on chatouille, on se fait plein de trucs, etc. Et puis après, pénétration. Et je leur dis, mais attendez voir, moi je parle de jeu amoureux. Dans le jeu, vous pouvez pénétrer, vous pouvez sortir, faire autre chose, re-rentrer, etc. Enfin, je veux dire, oubliez le script préliminaire, pénétration. Donc, je ne parle jamais de préliminaire. Et je pense que les patients comprennent, ils se disent, ouais, après tout, c'est pas idiot. Ils comprennent, mais tu le disais très bien, c'est que des fois, le changement est dur.
Moi j'ai des patients, alors j'ai autant femmes que hommes, mais j'ai la chance d'avoir une consultation masculine en lien avec des urologues et des andrologues. Et quand on dit à un homme qui vient d'avoir une prostatectomie, qui a du soin, qu'il peut avoir du plaisir et que c'est de la sexualité réussie et que c'est quand même une sexualité aboutie, même sans pénétration, même... Bon, c'est pas quelque chose de donné, et même chez les jeunes hommes. Enfin, des fois, c'est peut-être des fois plus facile chez les anciens que chez les jeunes. Il y a autre chose. Il y a la symbolique de l'érection qui ramène tout un tas de choses sur le côté. T'es un homme. Moi, je vois les patients, quand ils ne bandent plus, ils me disent « je ne suis plus un homme ». Comme si la caractérisation d'être un homme, c'était de bander. Mais tu as raison. Par exemple, quand on essaye de changer le mode opératoire d'un jeune homme en parfaite bonne santé, mais qui est éjaculateur prématuré, c'est quand même assez compliqué. Tu t'aperçois que les médicaments, quand ils marchent bien, mais ils ont beaucoup de mal à changer l'art et la manière de faire. Et juste sur les scripts, pour les femmes aussi, il y a cette difficulté, enfin tu en parlais un petit peu, des scripts des jeunes femmes qui sont consommatrices maintenant de pas mal de pornographie, puisqu'il y a l'accès complètement libre et gratuit des médias, et elles ne comprennent pas pourquoi elles ne font pas pareil. Hein, elles se comparent, hein. Elles disent mais moi pourquoi ça me fait pas ça, pourquoi je ne jouis pas bruyamment, pourquoi je... Enfin, il y a tout un script qui fait beaucoup de dommages auprès des jeunes femmes aussi. On parlait des garçons, mais les jeunes femmes c'est compliqué, et quand on leur dit mais non, il y a d'autres scripts, ça se passe autrement, mais il y a tout un travail éducatif et cognitif. J'avais autre chose à dire. Merci d'introduire l'empowerment en gynécologie. C'est quelque chose que je connaissais dans le féminisme. Et en plus, il y a eu un topo d'Audipoc sur l'empowerment des femmes enceintes, sur la prévention de la dépression périnatale. Donc voilà, je suis ravie qu'on utilise ce terme. C'est pareil, c'est un terme qui m'a vraiment parlé, mais dans le sens de pas forcément pas prendre le pouvoir, mais prendre confiance et développer ses compétences. Et je trouve que c'est vraiment hyper important. Une idée m'est venue en voyant votre topo. Je pense que sur mon Doctolib, je vais mettre aucune épilation exigée. Parce qu'il y a plein de petits mots qui arrivent, en fait, sur ce qu'il faut apporter à la consultation. Je pense que oui, les patientes qui s'excusent de plein de choses. Elles s'excusent de garder leurs chaussettes et de ne pas être épilées et de ne pas s'être lavées juste avant. Les chaussettes, j'en ai pas parlé, mais c'est clair. Bon, je pense qu'on va peut-être conclure, hein, après une journée bien remplie. Merci encore à vous tous. Merci à tous ceux qui ont eu le courage là, de rester jusqu'au bout. Et bon retour. Et en espérant vous retrouver dans une prochaine session.